À tout de suite. Merci beaucoup Geneviève. Et justement, bien comprendre quels sont les enjeux internationaux, on va faire un petit retour sur le rapport des tendances mondiales de déplacement forcé qu'on a publié il y a 2 jours et le nombre de personnes qui sont déplacées dans le monde actuellement. On a une petite vidéo qui fait un retour sur ce rapport statistique. Donc, je vous propose de commencer cette table ronde en regardant cette vidéo qui fait état de la situation actuelle dans le monde. لما كانوا عم يقصفوا كان في يجي كتير صوت تبع لما كانوا يقصفوا كان يجي صوت يعني كان بيخوف. Yo no me imaginé que hubiera tanta gente saliendo del país. لقد فقدت منزلي، فقدت سعادة عيالي وسعادتي. Each of these voices is unique, but their experience is shared with 1% of the people on this planet. For the first time, 1% of humanity is now uprooted, forced to flee their homes in what for many becomes a long and harrowing search for safety. Today, we count 79.5 million people who are now displaced, wrenched from their homes by violence, persecution, conflict, and the violation of human rights. This is nearly twice as many as a decade ago, according to statistics compiled by the UN Refugee Agency from 2010 to 2019. 26 million of them are refugees, but the majority of those forced to flee are still living inside their own countries. The scale of the numbers defies our imagination. Consider this: 100 million people have been displaced in the past decade. The uprooted are victims of a world in conflict, and they pay an incalculable cost. Bébé la paraministère la pangande petit. Via pas sama. Nimba meya nyabu kudo bisiba optaure. Renata fled an attack on her village in Burkina Faso, where close to 500,000 people fled due to insecurity in 2019 alone. Mujtaba from Afghanistan found safety in Greece but brought the trauma of war with him. بعد فکر یه جوری بود که من حتی شبا میخوابیدم خواب میدیدم، کابوس میدیدم، استرس خیلی داشتم. أنا عمري 11 بس بحس حالي عمري 100 إنه حسب الشيء الحال اللي نحن فيها، يعني بدي أعين أهلي، بدي أعين أخواتي، يعني ما لهم غيري يعني كبيرة. Namat is from Syria, which 9 years into its war is still the world's biggest displacement crisis. In fact, 5 countries account for 2/3 of people displaced across borders: Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, and Myanmar. And half of them are children. Displaced children often lack access to education. They are exposed to violence and exploitation, and too many face dangers alone. In 2019, UNHCR counted more than 150,000 child refugees who were unaccompanied by or separated from their families. Africa's Sahel region is a growing hotspot as violence spreads from Mali to Niger, Burkina Faso, and beyond. 80% of the forcibly displaced reside in countries grappling with food insecurity and the extremes of climate change. More hardship awaits them. So why do the numbers keep going up? For those fleeing conflict and persecution, options to rebuild their lives are limited. Opportunities for resettlement in another country fall far short of needs, while fewer refugees are able to return home safely. Tens of millions of people remain in exile for years on end,
in countries and communities that are often poor and struggling themselves. Even so, there is hope. We are joining forces to respond to refugee crises together, governments alongside aid groups, the private sector and civil society, and with refugees themselves. We need to bolster inclusion in work and schools. And we must protect asylum, as it protects the most fragile among us. I feel like I go back home. Yes, this is my home because I feel this is my home. In a world grappling with a global health pandemic, we are reminded of how interconnected we are, that the safety of one is linked to the safety of us all. It is a time for solidarity, still, now, and more than ever before. Continuer cet éclairage sur les enjeux internationaux, mais aussi nos opérations dans les pays, dans le monde, je vous propose maintenant d'écouter une entrevue entre Raouf Mazou, qui est le haut-commissaire assistant en charge des opérations du HCR, et Albéric de Gouville, qui est journaliste de France 24, avant de passer ensuite à notre table ronde avec différents intervenants où nous pourrons ensuite discuter sur ces enjeux internationaux, mais aussi quelles sont les solutions, quelle est la solidarité qui est en marche, qu'est-ce qui doit être mis en œuvre pour répondre à ces défis grandissants dans le monde et accueillir les réfugiés, les protéger. Donc, avant de passer à ce panel très intéressant qui nous rejoindra ensuite, je vous propose d'écouter cette entrevue de Raouf Mazou avec Albéric de Gouville. Raouf Mazou, bonjour. Bonjour. Il y a 2 jours, c'était jeudi matin, le HCR a publié son rapport annuel avec les tendances mondiales 2019. Et à l'occasion aujourd'hui de cette journée mondiale du réfugié, nous allons revenir sur les grandes tendances de ce rapport. Je le dis tout de suite, ça n'est pas très optimiste, pas optimiste du tout d'ailleurs, parce qu'en 2019, il y a eu un record de réfugiés, de personnes déplacées, avec 79 500 000 personnes déplacées dans le monde. En gros, même, le chiffre a doublé depuis 10 ans. C'est absolument terrible. Depuis 10 ans, tous les ans, depuis 2011, tous les ans, grosso modo, ce nombre de personnes déplacées, réfugiés augmente. Comment expliquer d'abord cette augmentation depuis une dizaine d'années ? Non, merci bien. Non, et vous l'avez dit, ce qui est incroyable, c'est ce chiffre pratiquement, vous avez dit 79,6 millions, c'est pratiquement 80 millions de personnes qui sont déplacées à travers le monde, réfugiés, personnes déplacées, demandeurs d'asile. On n'a jamais vu un chiffre aussi élevé. Et vous l'avez dit aussi, ce qui est préoccupant, c'est la vitesse à laquelle on a eu une multiplication par 2 de ce chiffre. En 2010, donc 10 ans, il y a 10 ans, c'était la moitié de ce chiffre. Donc, comme vous le dites, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On en est arrivé là d'abord parce que on a de plus en plus de conflits liés aux ressources, conflits liés aux persécutions qu'on constate un petit peu partout dans le monde. Et aussi le fait que depuis 10 ans, on ne voit pas de résolution de problèmes. C'est-à-dire que dans le passé, si on regarde la situation des années 90 par exemple, on avait chaque année à peu près 1,5 million de personnes qui pouvaient rentrer chez elles. Quand on regarde aujourd'hui, c'est un peu moins de 400 000 personnes au mieux qui peuvent rentrer chez elles. Donc il n'y a pas de solution. Alors parce qu'il n'y a pas de solution, on a une accumulation du nombre de personnes déplacées. On parle de conflits, on parle de persécutions, mais il y a aussi de déplacement qui est lié au changement climatique, qui parfois provoque des conflits, et c'est ça qui a comme conséquence ce nombre. Oui, vous l'avez dit, 70% des réfugiés actuellement sont des réfugiés durables, si l'on peut dire, c'est-à-dire ce sont des déplacements prolongés sur la durée, dans le temps. 2 exemples. Si vous prenez, c'est un exemple qui est connu, l'Afghanistan, ça fait pratiquement 5 décennies qu'on a des réfugiés afghans qui sont dans la région. Si vous prenez la situation de la Somalie,
On a des camps qui existent depuis 30 ans. Si vous prenez le Soudan, même si on a eu l'indépendance du Sud-Soudan il y a quelques années, on a encore des populations du Soudan et du Sud-Soudan qui se trouvent en exil. Donc on a ces situations qui durent, qui perdurent, et un désespoir que les gens expriment à ce qu'ils ne voient pas de solution. Une des crises les plus récentes, et qui est pourtant la crise qui a provoqué le plus grand nombre de réfugiés actuellement, c'est la crise syrienne. La crise syrienne dure depuis, tout le monde s'en souvient, 2011. On est en 2020 et on ne voit pas réellement de solution. On voit des chiffres qui demeurent, quelques mouvements de retour qui se présentent, mais très 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 peu. Alors justement, on va revenir sur les pays où il y a le plus de personnes déplacées. La Syrie, qui entre dans sa 10e année de conflit, 6 600 000 personnes réfugiées, déplacées. Ce sont essentiellement des réfugiés qui vont dans les pays voisins, j'imagine, comme le Liban, comme la Turquie, comme la Jordanie. Absolument, et c'est la grande majorité des réfugiés qui quittent leur pays dans le monde restent dans la région. Ils vont en général dans les pays voisins. Plus de 85%, et les pays voisins sont souvent des pays en développement, et plus de 85% des réfugiés dans le monde restent dans les pays du Sud. Donc c'est les pays qui ont déjà des défis à relever, et en plus de ça, doivent gérer la présence de grands nombres de réfugiés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On a souvent le sentiment que les réfugiés vont dans les pays riches. Très peu de réfugiés, en réalité, vont dans les pays riches. Beaucoup de réfugiés restent dans les pays qui sont voisins aux leurs et qui font preuve d'une extraordinaire solidarité. Le jour du réfugié, il faut saluer l'extraordinaire solidarité dont font preuve un certain nombre de pays dans le monde. Alors derrière la Syrie, ça c'est un peu nouveau si l'on peut dire, on a le Venezuela. 3 600 000 personnes déplacées, des gens qui quittent le Venezuela. La particularité peut-être du Venezuela, contrairement à la Syrie, ça n'est pas un pays en guerre, et les gens quittent le Venezuela pour aller dans les pays voisins également, notamment la Colombie. Effectivement, et c'est un des déplacements nouveaux qu'on a constaté. Et il n'y a pas de conflit en tant que tel, mais il y a effectivement une situation politique, économique qui a pour résultat le fait que les gens aient quitté, et le chiffre, vous l'avez donné, des chiffres énormes. Ce qu'il faut noter, ceci étant dit, et ça m'amène à dire quelques mots sur la situation du Covid-19, c'est qu'on constate actuellement certains mouvements de retour. C'est-à-dire qu'il y a certains Vénézuéliens qui étaient en Colombie et qui aujourd'hui ne peuvent plus survivre dans le pays où ils ont pourtant trouvé l'asile, et reviennent au Venezuela. Donc ça prouve la complexité de ces mouvements et le désespoir dans lequel les gens se trouvent actuellement. Alors, le Covid-19, justement, les conséquences du Covid-19, nous allons en parler. Un mot juste avant sur, effectivement, nous avons parlé des réfugiés, des gens qui quittent leur propre pays et qui vont dans les pays voisins, mais la majorité, plus de 45 millions de personnes sur les 80, fuient dans leur propre pays. Et ça, c'est un phénomène qui est sur les 80 millions dont on parle. Effectivement, c'est 45 millions de personnes qui restent à l'intérieur de leur pays. On constate des mouvements très importants dans des pays comme le Sud-Soudan, des pays comme la Syrie, que vous avez mentionné. Il y a un mouvement important de personnes déplacées. La RDC, et là, on constate constamment des mouvements de population et la réalité de ces populations, c'est qu'on a tendance à moins leur porter attention parce qu'elles ne traversent pas les frontières, mais leurs besoins de protection, leurs besoins d'assistance sont les mêmes. Donc c'est une population qu'il faut continuer de garder à l'esprit et pour lesquelles l'assistance financière, humanitaire, politique, en soutenant les pays et en négociant avec les pays qui ont ces populations déplacées à l'intérieur importantes, pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions. On parle souvent de solutions. Il faut aussi parler de solutions pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. La solution pour eux est parfois de retourner vers leur zone d'origine, mais parfois c'est de rester là où ils se trouvent. Et on travaille à ça avec nos partenaires, de faire en sorte qu'on attache beaucoup plus d'importance aux solutions aussi pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays.
Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants la crise, la pandémie de Covid-19. C'est un petit peu pour les réfugiés la double peine, si l'on peut dire. Quelles sont les principales conséquences? Est-ce que ce sont des conséquences sanitaires, des conséquences pour leur santé ou surtout des conséquences économiques et sociales? Alors et je dois dire que quand la pandémie a commencé, notre crainte, c'était une situation dans laquelle on aurait eu une infection ou des cas d'infection dans des camps de réfugiés. Il y a pas mal de camps de réfugiés à travers le monde, au Bangladesh, au Kenya, dans différents pays. Et notre crainte, c'était qu'on se retrouve dans une situation où une infection s'étende très rapidement à l'intérieur d'un camp. Et ça, je dirais que c'était la crainte essentielle que nous avions. Alors, nous avons immédiatement mis en place des ressources en soutenant les pays d'asile, bien sûr, et en étroite collaboration avec nos collègues de l'OMS et d'autres agences. Donc, la première chose qu'il nous fallait faire, c'était de faire en sorte que très vite, si jamais il y avait des cas de Covid, que ces cas soient détectés et que très rapidement, on fasse en sorte que ces cas soient détectés et isolés des autres. On a aussi dû mettre en place des mesures sanitaires pour faire en sorte que les gens fassent attention à la distanciation, fassent attention au lavage de mains et autres, et on a dû renforcer les installations de santé. Donc c'est ce qui a été fait dans les camps, parce qu'on avait cette crainte que les camps auraient pu être un endroit où aussi, du fait de l'absence de distanciation, on a beaucoup de cas. Heureusement, pour l'instant, et sans doute grâce à certaines des mesures qu'on a mises en place, on n'a pas eu un nombre important de cas, mais on reste vigilant pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Le deuxième impact qu'on a vu, c'est un impact socio-économique. Et ça, c'est un impact qui a été vu par rapport aux populations locales un peu partout. C'est-à-dire que les mesures de confinement ont eu pour résultat que les gens ne pouvaient pas travailler. Alors, si vous êtes employé dans une entreprise et si vous avez accès au chômage ou si vous avez accès aux services sociaux ou à l'assistance sociale, vous pouvez supporter une situation de ce type-là. Beaucoup de réfugiés urbains dans le monde sont des gens qui font partie du secteur informel et n'ont pas été en mesure de gagner d'argent pour 3 mois. Et ça a été dramatique. Et des populations, des gens qui ne recevaient pas l'assistance de la communauté internationale, qui n'avaient pas besoin de l'assistance de la communauté internationale, ont tout d'un coup demandé cette assistance et nous avons dû faire en sorte qu'ils puissent avoir une assistance qui leur permette d'acheter des vivres, qui leur permette de se soigner, qui leur permette de payer leur loyer et autres. Donc c'est une conséquence qu'on a vue à Covid, c'est une conséquence socio-économique par rapport aux réfugiés qui ne pouvaient pas bénéficier de l'assistance sociale que les gouvernements mettaient en place et qui ne pouvaient pas bénéficier de l'assistance sociale dont on peut bénéficier aussi de la part de la famille. Donc on a travaillé avec nos collègues des institutions financières internationales, Banque mondiale et autres, pour fournir une assistance dans un premier temps. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans le temps, il faut qu'on fasse en sorte que cette assistance puisse se poursuivre. L'assistance ponctuelle que nous avons pu donner est par définition ponctuelle, mais dans le long terme, il faut qu'on puisse trouver une solution par rapport à ces populations jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leurs activités économiques. Là, on n'est pas en train de parler de gens qui ont besoin d'une assistance de manière éternelle, mais ponctuelle, pour qu'ils puissent rapidement reprendre leurs activités. Je dirais que c'est les deux impacts spécifiques qu'on peut noter par rapport aux réfugiés. Le troisième impact, qui est un impact important, c'est le fait que certains pays ont fermé leurs frontières et qu'il a été de ce fait difficile pour des gens qui devaient demander l'asile de le faire. Et dans certains cas, les procédures de demande d'asile avaient aussi été suspendus. Donc, 3 impacts. Il y a beaucoup d'autres impacts, bien sûr, mais je dirais que c'est 3 impacts importants que je voulais souligner. Justement, parmi les pays qui ont fermé leurs frontières, tous les pays européens, et notamment la Grèce, il y a le cas spécifique du camp de Moria sur l'île de Lesbos, avec une situation là aussi qui est particulièrement dramatique.
Non, effectivement, c'est une situation qui est dramatique et on avait la crainte, c'était que en plus du caractère dramatique de la situation, qu'on ait une multiplication des cas de Covid. Ça n'a pas été le cas, ça a pu être géré. La Grèce fait partie des pays qui ont su garder les nombres de Covid, les chiffres de Covid, de personnes infectées par le Covid. On réussit à contrôler ces nombres et je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est une crainte énorme que nous avons eue, effectivement. Alors, dernier volet que j'aimerais aborder avec vous, Raouf Mazou, c'est la situation particulière dans les pays du Sahel. On a parlé des déplacés pour des raisons de guerre, également des raisons de changement climatique. Mais là, c'est peut-être le terrorisme qui est une des raisons principales des déplacements de population dans cette région, notamment Burkina Faso, Mali, Niger. C'est bien cela, c'est le terrorisme qui est à l'origine des déplacements de population? C'est le terrorisme, mais je crois qu'il faut aussi, vous avez fait référence au changement climatique, je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit le fait que le changement climatique, même de manière indirecte, reste souvent une cause. Parce que le terrorisme, souvent, se nourrit de frustrations que certaines populations peuvent avoir, et ces frustrations sont parfois liées au fait que des gens qui pendant très longtemps pouvaient vivre de l'agriculture, tout d'un coup ne peuvent plus vivre de l'agriculture. Donc c'est des raisons complexes, et effectivement, le Sahel est certainement, et les 5 pays du Sahel sont certainement une des régions les plus préoccupantes. D'abord, on a vu, si vous prenez juste un chiffre, depuis février, on a eu à peu près 450 000 personnes déplacées additionnelles au Burkina Faso, juste le Burkina Faso. Si on prend le reste de la région, on a à peu près 1,5 million de personnes déplacées, on a 300 000 personnes réfugiées dans la région, donc des chiffres énormes, des populations qui fuient constamment, comme vous l'avez dit, du fait d'actes terroristes qui sont posés par des groupes armés. En plus de ça, on a la situation du Covid, donc on a un certain nombre de gens qui se retrouvent dans des camps et pour lesquels il y a manque de distanciation, tout ce dont je parlais tout à l'heure, problèmes sanitaires, nécessité d'assistance en santé, problèmes de violence liés aux gens, énormément de problèmes qui se posent dans ces camps. Donc, au-delà du fait qu'il est essentiel qu'une solution soit trouvée à ce problème, à la cause, donc à ce problème de terrorisme, il faut aussi que la communauté internationale fournisse l'assistance nécessaire, l'assistance humanitaire nécessaire à ces populations. Nous avons récemment lancé un appel d'à peu près 185 millions de dollars pour le Sahel, pour les efforts que nous faisons dans le Sahel. Mais au-delà de ça, c'est d'abord le fait de nécessiter qu'une conscience de la communauté de ce qui se passe dans cette région et de l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble. Ça a déjà, mais l'impact que ça peut avoir en plus sur l'ensemble de la région, sur les pays côtiers et autres. Vous avez cité le Burkina Faso. Quels sont les pays les plus touchés dans cette région sahélienne? Burkina Faso, Mali, Niger, c'est bien. Le Mali, pour vous donner un autre exemple, et encore une fois lié au terrorisme, il y a des réfugiés maliens qui se trouvent au Burkina Faso, dans 2 camps, Goudoubou, Mentao, 2 camps qui ont été attaqués il y a quelques semaines par des groupes armés et les réfugiés ont dû se déplacer. Certains ont décidé de rentrer au Mali, d'autres ont dû se déplacer. Donc le Mali est touché, le Niger est touché, la Mauritanie reçoit des réfugiés, le Tchad, un peu plus loin, mais qui est aussi touché. Donc on constate malheureusement une augmentation graduelle des personnes déplacées internes et des personnes réfugiées. Il est vraiment essentiel, et notre haut-commissaire qui parlait au Conseil de sécurité hier l'a souligné, il est essentiel que tous les efforts de la communauté internationale soient mis en place pour faire en sorte que la situation de Sahel soit réglée. La localisation de cette région est telle que ça a un impact sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe. Merci beaucoup, Raouf Mazou.
Merci en cette journée mondiale du réfugié d'avoir fait ce point très très complet sur la situation des déplacés dans le monde et avec ce chiffre terrible que je rappelle quand même, près de 80 millions de personnes déplacées, 79 500 000, soit plus de 1% de la population mondiale, un chiffre qui a doublé depuis 10 ans. Merci. Merci à vous. Donc d'entendre Raouf Mazou, qui est le haut-commissaire assistant du HCR en charge des opérations, qui nous a dressé un bilan de la situation mondiale, un bilan inquiétant avec une augmentation du nombre de personnes déplacées qui ont été forcées de fuir la violence, les conflits, la persécution dans le monde et ce besoin urgent de solutions. Et c'est ce qu'on vous propose d'aborder maintenant avec notre panel d'experts. Quelles sont les solutions à cette situation globale? Quelles sont les solutions au niveau de l'Europe? Quelle est la solidarité qui est en train de se construire pour l'accueil des réfugiés et pour trouver des solutions au niveau mondial. Donc, je vais vous présenter le panel qui est réuni aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Paolo Artini, qui est représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France. Bonjour. Nous avons également Raphaël Sodini, qui est le directeur de l'asile au sein de la Direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. François Thomas est également avec nous cet après-midi. Donc François Thomas est le président de l'association SOS Méditerranée. Bonjour. Oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. Et enfin, nous sommes également avec Fatia Amlati, qui est directrice de l'intégration à France Terre d'Asile. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons discuter des solutions au niveau européen, du partage de responsabilités, de ce qui doit être fait, de ce qui est déjà en train d'être fait pour répondre à ces défis internationaux, à cette situation mondiale et cette solidarité des différents acteurs et ce travail de tout le monde, de tous les acteurs ensemble en coordination. Donc, pour commencer, Paolo, je souhaiterais te donner la parole. Donc, en quoi les solidarités européennes sont-elles essentielles aujourd'hui pour répondre à cette situation et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place? Oui. Merci Céline et bonjour à tous les intervenants. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de son. Mais je vais continuer et je vous parle de la maison des réfugiés de Paris, que je remercie d'ailleurs pour l'hospitalité. Donc, on l'a vu dans la vidéo, il ne s'agit pas seulement des statistiques, il s'agit des enfants, des femmes et des hommes qui sont affectés et qui sont déracinés. Et Raouf Mazou a bien expliqué l'impact aussi de la pandémie et du Covid. Et je pense que c'est très important d'en discuter dans ce moment, l'impact sur la santé, mais aussi sur la protection et l'impact socio-économique. Et l'action, en effet, du Covid comme multiplicateur des risques. On peut regarder autour de l'Europe. Un seul exemple, par exemple, la Libye. En Libye, la majorité des réfugiés et des migrants dans les mois derniers ont perdu leur travail précaire. Mais on pourrait dire la même chose pour d'autres grands pays d'accueil, par exemple au Moyen-Orient. D'ailleurs, le HCR avec l'OIM vient de publier un rapport sur les facteurs de risque et ce que pourrait enchaîner le Covid au niveau des mouvements des populations. Dans ces mois, on a vu que le départ de la Libye ont continué et ont même augmenté. Et le départ de la Tunisie aussi ont triplé si on regarde le chiffre de janvier à mai. Le départ pour les îles Canaries aussi ont augmenté de plus de 700%.
Donc, il y a une pression aussi sur certains pays, sur l'Afrique du Nord. Et le fait d'ailleurs que le départ ont continué pendant que le bateau humanitaire n'était pas en Méditerranée montre encore une fois que ce ne sont pas les bateaux humanitaires qui causent le départ. Et je salue François Thomas et l'action de SOS Méditerranée. Mais les personnes partent pour des raisons de protection et aussi pour les conséquences maintenant de la pandémie qui nous a affectés tous. Même si le nombre de personnes, en effet, est tout à fait gérable, on parle de 26 000 personnes qui sont arrivées par mer et par terre en Europe. Oui, Céline, comme tu demandais, quelle est la solution? Tu l'as dit, le partage de la responsabilité sur une base solidaire. Nous avons d'ailleurs partagé des recommandations à l'Europe qui est en train de développer, la Commission européenne, le pacte sur la migration et l'asile, et nous espérons que le pacte mondial sur les réfugiés, on a discuté ce matin, le pacte mondial qui a comme principe clé la solidarité, puisse influencer le pacte et les discussions européennes. Nous encourageons en effet en Europe qui s'engage au-delà des frontières dans plusieurs façons. Il y a les besoins humanitaires, mais il y a aussi le développement, le nexus avec le développement, dans le renforcement du système d'asile, de l'accès aux voies légales. Ça, c'est très important. Et je salue aussi l'action de la France au niveau de la réinstallation des couloirs humanitaires et d'autres initiatives pour donner l'accès aux voies légales aux personnes qui sont dans des pays de premier asile, donc en partageant la responsabilité et en contribuant à sauver des vies. Nous voulons aussi une Europe qui protège et qui met en place un vrai mécanisme de partage des responsabilités dans la solidarité et une Europe aussi, et c'est très important, qui intègre avec un vrai investissement dans les programmes d'intégration, mais aussi dans les initiatives citoyennes qui en France sont très généreuses et très riches pour aider les demandeurs d'asile, pour aider les réfugiés, pour changer aussi le regard sur les réfugiés. Donc, nous espérons que la leçon de 2015 puisse être apprise et que donc un nouveau système soit créé. Il y a la présidence allemande qui va commencer avec un système solide de sauvetage en mer. On va en discuter, un mécanisme de débarquement et de relocalisation qui soit prévisible, des voies légales renforcées, pas seulement la réinstallation, mais aussi visa, asile, bourse d'études, parrainage privé, etc. Des procédures de réunification familiale qui soient flexibles, un système d'asile naturellement efficace, mais aussi de qualité, et des politiques d'intégration vraiment inclusives. Maintenant, c'est aussi le défi d'inclure les réfugiés dans le plan de relance de l'économie, afin qu'ils puissent avoir un vrai accès à l'emploi et à mettre en valeur leurs compétences. C'est un peu l'Europe qu'on voudrait, la solution, et après, il y aura un débat sur les frontières. Ce n'est pas à travers des murs qu'on peut gérer un phénomène complexe comme le déplacement des migrants et des réfugiés, mais à travers une approche inclusive. Et je pense, et je termine, que le Covid-19, cette pandémie, nous a appris beaucoup de leçons aussi. Surtout le fait que l'inclusion, en effet, est dans l'intérêt de tous, que la réponse au Covid au niveau sanitaire n'est pas incompatible avec la protection des réfugiés, que personne n'est protégé jusqu'à ce que tout le monde est protégé, et surtout que les réfugiés font partie de la solution. Beaucoup d'opportunités pour les mois à venir, à construire aussi ensemble avec tous les acteurs qui sont là et avec lesquels l'UHCR travaille. Merci beaucoup, Paolo. Merci beaucoup, Paolo,
pour effectivement ce partage avec nous des solutions qui doivent être envisagées. Je voudrais vous poser la même question, Raphaël Sodini, sur en quoi les solidarités européennes sont-elles essentielles pour répondre à la situation actuelle et quelles sont les solutions qui doivent être mises en œuvre. Mais avant de vous passer la parole, on a une petite vidéo justement à diffuser qui commencera à évoquer justement ces solutions qui peuvent être mises en place. Donc, je vous propose de regarder la vidéo et on reviendra ensuite à vous, Raphaël Sodini. Je suis Claire Tessier, je m'occupe à la direction de l'asile, à la direction générale des étrangers en France, de coordonner le dispositif de relocalisation. C'est le transfert de personnes qui ont besoin d'une protection internationale d'un État membre de l'Union européenne vers un autre État membre de l'Union européenne. Ce mécanisme, en réalité, a été introduit en 2015 dans un contexte de crise migratoire assez important et en application du principe de solidarité au sein de l'Union européenne. L'objectif, c'était de soulager les États de première entrée, notamment la Grèce et l'Italie, qui faisaient face à une arrivée importante de migrants. Ces efforts de relocalisation se sont terminés en 2018, mais a succédé un nouveau programme de relocalisation volontaire dans lequel la France est engagée afin de soulager les États de première entrée qui sont responsables du secours en mer des migrants par les navires ONG. En 2020, la France est également engagée vis-à-vis de la Grèce à relocaliser 750 personnes en besoin de protection internationale et notamment 350 mineurs non accompagnés. Alors, la France, entre 2015 et 2017, sur le premier programme de relocalisation, a accueilli environ 5000 personnes. Et depuis juin 2018, la France a accueilli environ 900 personnes donc, qui viennent de bateaux qui ont été secourus en mer par des bateaux ONG. Donc, en 2019, la France est le premier État de relocalisation s'agissant de l'accueil de ces personnes au niveau de l'Union européenne. Alors en 2019, la grande majorité des personnes qui ont été relocalisées venaient du Soudan. Elles viennent principalement ensuite du continent africain, Afrique de l'Est et également Afrique de l'Ouest. Ce sont majoritairement de jeunes hommes isolés qui ont moins de 25 ans. Quelques familles sont à bord de ces bateaux avec des mineurs et notamment de très jeunes enfants. C'est la Commission européenne qui coordonne ces opérations de relocalisation en lien avec les États de débarquement, donc l'Italie, Malte, également l'Espagne, et l'Agence européenne de l'asile. Et c'est elle qui va proposer une répartition de ces personnes qui se trouvent à bord des bateaux aux États qui sont volontaires pour les relocaliser. La France relocalise des personnes en besoin de protection internationale et celles qui ne présentent pas de menaces graves à l'ordre public. Elle n'applique aucun autre critère de sélection. Alors bonjour, je suis Marine Maupin, donc je suis directrice d'hébergement à Adoma dans l'Oise. Et donc je dirige entre autres le CADA de Liancourt où nous avons accueilli depuis 2016 7 fois des personnes relocalisées. La dernière étant en janvier 2020 où on a accueilli 7 personnes. Alors, généralement, on est informé par l'OFI en fait, que nos places ont été prises pour un accueil de personnes relocalisées. C'est donc l'OFI qui nous informe de la date d'arrivée. Ces personnes arrivent sur le centre en bus accompagnées d'une personne de l'OFI. À ce moment-là, nous les recevons et nous faisons une réunion collective où on explique les modalités d'accueil au sein de la structure et ensuite chaque intervenant social emmène la personne au niveau de la chambre qui est sa chambre d'accueil et effectivement l'installe avec un petit colis d'accueil et un fonds de premier secours pour effectivement démarrer l'accompagnement social qui va être réalisé par la suite.
on fait un accueil un peu plus spécifique par rapport aux autres demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'on va les accompagner à la préfecture, donc ils sont reçus en préfecture très rapidement. On accompagne physiquement ces personnes par groupe. Ensuite, effectivement, on déclenche toutes les démarches administratives. C'est parallèlement. Ils ont des cours de français au sein de la structure par le Secours catholique. Ça leur permet à ce moment-là d'entrer en relation avec les autres demandeurs d'asile. Donc, les personnes obtiennent assez rapidement leur statut. Donc, en général, ils restent chez nous de 6 à 9 mois. Je m'appelle Véronique, je suis camerounaise, je sors du Cameroun Sud. Je suis quittée du Cameroun parce que j'avais des problèmes. Je suis passée par le Tchad. Ça n'a pas été facile. Pour arriver en Italie, ce n'était pas facile aussi. On a pris le Jack le 17. Nous sommes arrivés en Italie le 26. J'étais sur l'eau avec le Jack. C'est là où on nous a mis. On n'avait pas mangé. Avant que le gros bateau ne vienne nous sauver, on n'avait pas mangé. J'avais mal avec mon opération que j'avais subie en Libye. J'étais la seule de ma famille. Mais dans le Jack, on était 98 personnes. Il y avait 6 femmes. Nous sommes rentrés à Pozzallo, là où il y avait les autres. Et on a commencé à nous interviewer. On nous a donné des habits, beaucoup de choses. Beaucoup. On nous a interviewés. Après, on nous a pris pour Bari. Et Bari, on a encore fait l'interview. Après 2 jours, on m'a dit, je suis choisie par la France. J'ai dit, Dieu merci. Enfin, Dieu merci. Je me sentais protégée, je me suis sentie bien. Au lieu de rire, j'ai commencé à pleurer 2 jours. Le premier contact, c'était ici au CADA. Ça s'est passé bien. Donc, cette vidéo est déjà un début de réponse en fait sur quelles sont les solutions. Cette vidéo explicative de la relocalisation, un programme auquel participe la France. Et donc, je vous donne la parole maintenant, Raphaël Sodini, pour effectivement répondre à la question que je pose à chacun des intervenants aujourd'hui. En quoi les solutions européennes peuvent répondre, en quoi elles sont essentielles pour répondre à la situation globale actuelle, en quoi ces solidarités sont essentielles pour trouver des solutions. Merci beaucoup Céline et encore bonjour à tous et merci beaucoup au HCR et à la délégation interministérielle pour la qualité de cette journée. Je crois que c'est une opportunité formidable pour nous tous de pouvoir, malgré les circonstances sanitaires, passer une belle journée mondiale du réfugié et pouvoir échanger sur ces sujets qui sont très importants. Quelques mots, vous l'avez dit, 80 millions de réfugiés dans le monde ou de personnes déplacées dans le monde, plus d'1% de la population mondiale. À l'évidence, les solutions que l'on peut envisager sont marquées à la fois par le souci de la résolution. Il faut que l'on trouve des solutions à ces situations dramatiques et en même temps de la modestie. On ne peut pas prétendre tout résoudre d'un coup de baguette magique. Les solutions sont difficiles et elles doivent être bâties avec l'esprit de responsabilité. Mais quelques éléments sur ce que la France a mis en place ou essaye de mettre en place au plan européen. D'abord, la première des choses, je crois, et historiquement c'est la première, et c'est pour nous très important, c'est d'abord d'aider les États de premier asile, qui sont les États dans lesquels les personnes qui subissent un déplacement forcé vont se réfugier immédiatement. Je pense bien sûr pour le drame syrien, par exemple, au Liban, à la Jordanie, à la Turquie, mais aussi, vous avez parlé tout à l'heure du Sahel, ces États qui sont confrontés à des afflux de réfugiés qui doivent faire face, par exemple le Niger, le Tchad. La France s'est considérablement, sous l'impulsion du président de la République, engagée dans un programme de réinstallation en partenariat avec vous, avec le HCR, que je remercie vivement, qui consiste à aller chercher des réfugiés qui sont dans ces pays de premier asile et à les faire venir en France
Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2013, nous accueillons 500 personnes dans le cadre de ce programme et on nous reprochait le fait que c'était modeste. Et je crois qu'à raison, en 2018 et 2019, on a accueilli chaque année 5000 personnes. Ça fait 10 000 personnes sur ces 2 années qui ont été extraits de campements dans lesquels, du fait de leur vulnérabilité, elles ne pouvaient pas vivre une vie pleine et entière, j'ai envie de dire, et qui réussissent aujourd'hui une vie en France que j'espère plus réussie pour elles, pour ces femmes, pour ces hommes et pour ces enfants. Le deuxième élément de solution, c'est effectivement quand on a des migrants qui prennent parfois tous les risques pour rejoindre l'Union européenne et qui se retrouvent sur des embarcations de fortune, pour les États de première entrée qui sont chargés d'accueillir ces migrants dans le port sûr le plus proche, il peut y avoir une charge de traitement de ces demandes d'asile, de ces situations qui est très élevée. Et donc le travail de la France, c'est et Claire Tessier et les équipes de la direction de l'asile vous expliquaient ça dans le petit film, le travail de la France, c'est de soulager ces états de première entrée de l'Union européenne en relocalisant une partie des migrants. Alors, il y a eu 2 programmes de relocalisation, ça a été bien dit dans le film. Un premier programme en 2015, obligatoire, qui avait généré des crispations au sein de l'Union européenne, mais qui a quand même permis à la France de relocaliser 5000 personnes, notamment depuis la Grèce. Et puis, il y a aujourd'hui un programme facultatif, optionnel, qui a été porté par la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte dans une déclaration qui s'appelle la déclaration de La Valette, et qui fait que lorsqu'un bateau d'une ONG débarque des migrants en Italie ou à Malte, systématiquement, l'Allemagne, la France et d'autres États européens participent à leur relocalisation, à l'accueil de ces migrants sur leur territoire. À cela s'ajoute une solidarité européenne vis-à-vis de pays comme la Grèce, par exemple, dont les conditions très difficiles de vie des migrants sur l'île de Lesbos ont été soulignées. La France va accueillir, mais ça a été dit, 700 migrants, dont des mineurs non accompagnés, en provenance de Grèce, pour essayer de soulager encore une fois cet État des difficultés auxquelles il fait face. Donc l'Union européenne bâtit et tente de bâtir une solidarité à la carte pour répondre aux difficultés que chacun de ces États membres peut rencontrer. Mais c'est évidemment insuffisant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est bâtir cette solidarité dans le dur des textes européens, dans le dur du droit européen. Et c'est le combat que la France mène depuis maintenant 3 ans, avec des succès divers, mais qu'on espère réussir avec nos partenaires européens, avec l'Allemagne, avec la Commission européenne qui est motrice sur ce sujet, c'est de revoir nos textes en matière d'asile pour bâtir un droit de l'asile en Europe qui soit d'abord plus solidaire, qui évite que les États de première entrée se voient supporter une charge qui serait déraisonnable. Deuxièmement, qu'il soit plus efficace. Notre droit de l'asile dans l'Union européenne, ne nous voilons pas la face, n'est pas très efficace. On a par exemple, c'est connu, un règlement Dublin qui dysfonctionne. Il faut améliorer ça. On peut pas l'asile est une matière trop grave pour être gérée avec inefficacité. Et la troisième chose, au sein de l'Union européenne, et c'est aussi une réponse à votre question, c'est un droit de l'asile plus harmonisé. Ce n'est pas normal qu'au sein de l'Union européenne, un même demandeur d'asile, suivant qu'il va faire sa demande, je stigmatise personne, mais en Hongrie, en République tchèque ou en France ou en Allemagne, il n'aura pas le même taux de protection. Donc tout ça, c'est ce travail que nous devons mener et que nous espérons voir aboutir dans les années qui viennent. C'est un travail difficile, mais c'est un travail nécessaire parce que l'Europe est un grand continent de prospérité et de paix, parce que le monde est encore soumis à des conflits, à des déplacements de population, et que l'Europe doit prendre sa part dans la gestion de ces détresses humaines et de ces accueils de ces femmes et hommes persécutés. Voilà ce que je voulais dire très simplement, en espérant ne pas avoir débordé trop mon temps de parole. Merci beaucoup, et c'est très important, très intéressant de vous entendre justement sur les solutions qui sont mises en place en France et les solutions qui sont préconisées au niveau européen pour ce partage de responsabilités et ce partage de la solidarité. On pourra y revenir tout à l'heure, peut-être de façon plus détaillée sur certains points dans les questions-réponses. On peut recevoir aussi des questions d'intervenants, en fait, d'internautes, qui nous enverront peut-être des questions. Et je voulais continuer à donner la parole
donc aux différents membres du panel aujourd'hui. Et nous avons aussi François Thomas, donc président d'SOS Méditerranée, qui est ici. Donc, François, la même question, en fait, en quoi la solidarité européenne est essentielle, quelles sont les solutions avec votre regard, qui est celui d'une association qui s'engage pour le sauvetage en mer. Donc, si par ce prisme-là, vous pouvez également répondre à cette question sur les solidarités européennes. Oui, merci Céline. Merci de cette invitation et de cet échange très riche. Comme l'a dit Paolo, on sort d'une période où il y avait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, aucun navire de sauvetage en Méditerranée centrale, qui est la route migratoire la plus meurtrière du monde. Alors, comment en est-on arrivé là? Je vais revenir quand même sur le rôle de notre association, sur comment nous en sommes arrivés là pendant cette période de pandémie. La solidarité, on en a beaucoup parlé, sauver des vies, ça a été une parole qu'on a beaucoup entendue pendant la période de pandémie en France, mais sauver des vies en mer, c'est également essentiel et ça ne doit pas passer après toute considération économique ou politique. Notre première mission, c'est le sauvetage. Et cette mission a été très sérieusement affectée, comme d'autres ONG, pendant cette période. Nous avons effectué nos derniers sauvetages en février dernier. Après une période de quarantaine, nous avons pu débarquer d'ailleurs les rescapés, 274 rescapés au sud de la Sicile, qui ont été mis en quarantaine comme l'équipage et comme l'équipe médicale que nous avions à bord. Ensuite, compte tenu des circonstances de risque de ne pas avoir toujours la possibilité d'avoir d'évacuation médicale, compte tenu de la situation très difficile de l'Italie à cette époque et de la pandémie qui se répandait en Europe, nous avons décidé, en accord avec notre partenaire Médecins sans frontières à l'époque, de revenir sur Marseille et de faire une évaluation des risques pour être sûr de repartir dans les meilleures conditions pour ne pas mettre en risque l'équipage, les équipes médicales, les sauveteurs et bien sûr les rescapés si nous partions. Ce qui s'est passé, c'est que les 7 et 8 avril, l'Italie puis Malte ont fermé leurs ports aux navires de sauvetage des ONG en raison de la crise sanitaire. Ensuite, le fameux accord de Malte dont parlait M. Sodini a été suspendu en raison de cette crise et c'est vrai qu'il y avait c'était très compliqué. Et il faut reconnaître que cet accord avait commencé à fonctionner avec peu de pays. Cet accord à l'initiative de la France et de l'Allemagne, principalement. 8 pays avaient participé. Et donc, il était excessivement compliqué pour SOS Méditerranée de repartir en mer. Il fallait absolument faire une évaluation des risques précise. Également, un autre fait, c'est que Médecins sans frontières, notre partenaire, avait une évaluation des risques, une évaluation stratégique différente de la nôtre. Donc, ils ont mis fin à leur partenariat et nous avons dû, en plus de toute l'analyse de risque que nous devions faire, tous les protocoles que nous devions mettre en place, rechercher une solution interne. Et nous avons d'ailleurs prévu de repartir incessamment avec une équipe médicale internalisée, médecins, infirmières, sages-femmes. Nous sommes prêts à repartir avec vraiment des protocoles très stricts pour prévenir tout risque de contamination Covid-19 à bord et le départ du bateau est imminent. Donc bien sûr, la solidarité est essentielle, mais elle ne doit en aucun cas s'arrêter pour des raisons économiques et politiques. En Méditerranée, actuellement, la situation est absolument dramatique. Comme l'a dit Paolo, le nombre de traversées a augmenté alors qu'il n'y avait aucun navire de sauvetage et il y a eu des drames réguliers. Il y a eu le jour de Pâques, il y a eu 12 personnes ont perdu la vie. Il y a eu récemment au large de la Tunisie plus de 50 corps qui ont été retrouvés, des femmes, des enfants. Donc la situation reste absolument dramatique et il y a besoin absolument d'une solidarité européenne, une solidarité. Donc ce que nous souhaitons, nous, bien sûr, c'est que l'accord de La Valette soit mis en place et que les navires de sauvetage n'attendent plus des jours et des jours lorsqu'il y a eu un sauvetage pour débarquer
les personnes rescapées, qu'il y ait un accord pérenne, prévisible, coordonné, afin que ces personnes qui ont beaucoup souffert dans l'enfer libyen puissent être débarquées. Et puis également, bien sûr, il est étonnant que l'Europe finance les gardes-côtes libyens et que les gardes-côtes libyens, depuis le début de l'année, ont ramené plus de 4000 personnes en Libye. Donc là, il y a quand même des soucis au niveau de l'Europe, et il est essentiel également que le droit international soit respecté. Et c'est un point important aussi au niveau de l'Europe. On a vu des abus absolument incroyables pendant cette période de pandémie au large de Malte, avec des personnes qui ont attendu sur des navires touristiques, qui ne sont même pas des navires de mer, pendant plus d'un mois avant d'être débarqués à Malte. Donc il y a encore beaucoup de soucis pour mettre en place une vraie solidarité européenne. Merci beaucoup, François Thomas Dawar, de partager avec nous aussi le témoignage de votre travail en matière de sauvetage en mer, ce que vous voyez, votre vision, et donc effectivement cette nécessité de trouver des solutions qui sont durables en matière de débarquement. Et là aussi, je pense qu'on pourra y revenir lors des questions-réponses pour parler des débuts de solutions qui sont trouvées dans ce sens-là, et qu'est-ce qui peut être fait de plus encore pour effectivement avoir un système de débarquement qui est prévisible. Mais avant cela, je voudrais donner la parole à Fathia Mlati, qui est directrice de l'intégration pour FTDA en France. Donc, pour toi aussi, Fathia, cette même question sur l'importance, en quoi les solidarités européennes sont essentielles, mais avec ce prisme également de l'intégration en France, puisque l'accueil et l'intégration en France, puisque c'est une tâche, c'est une action de France Terre d'Asile en France. Donc, je te donne également la parole pour répondre à cette question avec le prisme que tu as de directrice d'intégration FTDA. Ton micro est coupé, Fathia. Voilà, ça fonctionne là, vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui? Oui? Alors, peut-être un mot d'appréciation plus générale par rapport au reportage et à l'interview qu'on a écouté. Avant de parler de solidarité européenne, moi, à travers le reportage, alors c'est amusant, ça fait presque 25 ans que je suis sur le secteur. Mon enthousiasme est toujours intact, mais j'ai toujours le même frisson finalement quand je vois ces images. C'est d'abord le signe d'une faiblesse de la solidarité internationale, me semble-t-il, avant de la question européenne, un problème de gouvernance, un problème de non-résolution durable des conflits à travers le monde. Voilà. Et c'est ça qui est d'abord et avant tout regrettable. Ensuite, au niveau européen et pour la contribution de France Terre d'Asile, alors on mène une trentaine d'activités autour de l'intégration des réfugiés. Tout à l'heure, Raphaël Sodini rappelait les chiffres de la France, notamment en matière de réinstallation, les 10 000 personnes accueillies. Nous y avons apporté notre contribution puisque c'est près de 12% des publics qui ont été accueillis et accompagnés à travers 3 programmes que nous avons menés. Il en reste il y en a 2 qui ont été clôturés, un à la fin de l'année 2019 et puis un en avril en pleine crise sanitaire. Donc la réinstallation notamment, c'est effectivement une voie à la fois légale et des modalités d'accueil qui pour moi c'est le 5 étoiles de l'intégration et de la formule pour aller vite. Je rappelle par ailleurs que la France est engagée à côté du programme de réinstallation dit humanitaire qui a concerné essentiellement dans un premier temps des Syriens. Elle mène différents petits programmes. Alors c'est plus modeste, on en parle très très peu, mais c'est des programmes liés à la réinstallation dit permanente et ils émanent de l'accord cadre qui a été signé en février 2008 de mémoire entre l'État et le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est très très important de rappeler l'existence aussi de ce programme, même s'il est modeste. Il y a quelque chose de spécifique et qui donne encore plus de sens
en fait, quand on travaille sur la réinstallation, quelque chose de très, très particulier, parce qu'on répond à l'espoir qui a été exprimé à travers les images tout à l'heure. Les sélections qui sont effectuées avec le HCR et les services de l'État concernent des personnes particulièrement vulnérables. Et donc, accueillir et accompagner ces personnes, c'est d'abord et avant tout, on a le sentiment sur le terrain, évidemment, d'agir très, très, très fortement. Cette vulnérabilité, par exemple, elle s'est traduite pendant la crise du Covid à devoir évidemment maintenir le lien avec l'usager, mais par exemple, pour nos travailleurs sociaux, d'être en interface en fait entre les familles et le système éducatif, puisque les familles étaient complètement déroutées à devoir faire finalement du soutien scolaire à la place des enseignants. C'est un enjeu fondamental de continuité et ça a été une expérience très très forte pour pouvoir venir en aide aux familles face à une situation exceptionnelle qu'ils ne comprenaient pas forcément au début. Parce que évidemment l'information était complexe, mais en même temps il a fallu agir et s'adapter. Voilà. Et la réinstallation, c'est bien ça. C'est d'abord s'occuper des vulnérables parmi l'ensemble des vulnérables, les plus vulnérables qu'ils soient. Merci beaucoup Fathia de partager cette expérience et ta vision avec nous aussi. Et effectivement, la réinstallation faisait partie aussi des sujets à traiter dans les questions-réponses. Donc, tu as déjà commencé, tu as eu la primeur de traiter ce sujet de la réinstallation. J'entends de Geneviève, qui donc facilite la journée, qu'on aurait reçu des questions. Donc Geneviève, je te laisse la parole. Oui, en fait, j'ai surtout une question. C'est une question qui nous vient. Excusez-moi 2 secondes. Je l'ai sur mon téléphone. Voilà. Et c'est. Hop là, pardon, excusez-moi. Oui, c'est une question qui est adressée à Monsieur Sodini au sujet de la solidarité, parce que c'est vrai qu'on a une phrase de Michel Rocard qui est très souvent utilisée. Donc, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On sait qu'à l'époque, il l'avait dit, mais en plus, mais elle doit avoir en première finalement sa part. Et donc, c'est Estelle du département des Bouches-du-Rhône qui vous demande si vous pensez que la France prend assez sa part et est suffisamment solidaire avec les États européens. C'est une excellente question d'abord, et c'est une phrase redoutable parce que à la fois, je crois que Michel Rocard, qui est un homme politique de premier plan, qui a marqué l'histoire de ce pays, exprimait quelque chose qui est le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut que la France soit à la hauteur de sa réputation et de son message universaliste. Et en même temps, elle ne peut pas accueillir tous ceux qui souhaiteraient la rejoindre parce qu'on vit dans un monde réel, il y a une population qui doit réagir, qui réagit à ces accueils. Et donc, il faut trouver toujours cet équilibre. Et alors, est-ce que cet équilibre, on l'atteint ? J'ai envie de poser la question à chacun. En fait, je suis peut-être la personne la moins bien placée pour y répondre, mais peut-être vous donner quelques éléments de repère quand même. On est régulièrement, depuis 20 ans, à la brève exception de la crise de 2015-2016, parmi les 2 ou 3 premiers pays de demandeurs d'asile en Europe. Je l'ai dit, on est aujourd'hui parmi les grands pays de réinstallation en Europe, et c'est pour moi, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Fathia sur l'importance de la réinstallation, c'est pour moi vraiment une fierté mais sans doute ce que nous avons développé de manière le plus significative dans les années récentes. Enfin, on est parmi les États européens celui qui, systématiquement avec l'Allemagne, appelle les autres États à faire preuve de solidarité, notamment pour les personnes débarquées en mer. Est-ce que ça suffit à nous mettre à la hauteur de la réputation universaliste du pays des droits de l'homme? Je ne sais pas, c'est une grande question, et je sais que
les avis sont partagés sur cette question entre ceux qui trouvent que nous sommes des laxistes ouverts à tout vent et ceux qui pensent que nous ne sommes pas à la hauteur de notre tradition universaliste. Je crois quand même que au moins soyons conscients que nous faisons de notre mieux. Oui, alors je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir, justement, comme si bien Raphaël Sodini l'a invité. Et peut-être, Geneviève, pour compléter, pour ajouter une question en plus, on l'a évoqué tout à l'heure, François Thomas l'a évoqué aussi, la nécessité en fait de trouver des solutions pour que les bateaux de sauvetage ne soient pas bloqués en mer, d'avoir un partage de responsabilités au niveau européen, d'avoir un système de débarquement. Donc, on peut ajouter la question aussi, qu'est-ce qu'il faut faire de plus en fait pour arriver à ce partage de responsabilités, cette solidarité au niveau européen. Qu'est-ce qui peut être fait en fait pour arriver à cela? Ah pardon. François, oui, voilà. Bien, en ce qui concerne le sauvetage en mer, la question ne se pose pas du nombre de personnes. C'est des personnes en détresse, donc il n'y a pas de... On ne se pose pas la question, est-ce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, etc. Il y a des personnes en détresse, on les sauve. Ensuite, ce qu'on voit, oui, c'est ce qui donne une très très mauvaise image de l'Europe, c'est cette impression de marchandage. La France, il faut le reconnaître, est toujours présente quand il s'agit de proposer de prendre sa part des débarquements, mais il y a très peu de pays qui participent en fin de compte. Et c'est des personnes qui ont énormément souffert, qui ont fui l'enfer libyen, qui sont traumatisées, et c'est tout à fait inacceptable d'attendre cette répartition, ce marchandage entre pays, entre très peu de pays d'ailleurs, pour pouvoir les débarquer. Les règlements internationaux sont très clairs, on doit les débarquer le plus rapidement possible dans le lieu sûr le plus proche, et en l'occurrence, soit Malte, soit l'Italie. Alors c'est vrai, ce sont les pays qui sont en face de ce drame, et il faut être solidaire avec ces pays. Mais il y a vraiment un souci européen à ce niveau-là pour l'accueil. Après, il faut reconnaître, qu'est-ce qui s'est bien passé dans les années passées, c'est ce qui s'est passé en 2014 avec l'opération Mare Nostrum qui a été faite par l'Italie, qui a permis de sauver au moins 150 000 personnes, qui a été très solidaire. Donc la solution, c'est que l'Europe, plutôt que de financer les gardes-côtes européens, mettre en place une solution. L'Europe a les moyens de mettre une solution avec des navires, avec des moyens aériens, pour sauver les personnes et faire le travail à la place des ONG. Merci beaucoup, François. Je voyais également Paolo qui souhaitait intervenir. Oui, merci parce que c'était très intéressant de voir qu'en effet, tout est lié. Ce que Fatih a fait aux côtés des réfugiés pour l'intégration, ce qui est fait en mer par SOS Méditerranée, ce qui est fait en Europe, tout est lié, tout est interconnecté. Et on a aussi appris, et ça m'a frappé ce que François Thomas disait sur le fait que pendant la pandémie, on parlait toujours, on sauve des vies. Mais c'est vrai que les morts, les personnes mortes et disparues en mer, souvent sont oubliées. Donc, cette année, il y a déjà 248 morts et disparus dans la mer Méditerranée, etc. Risquent d'être oubliés. Mais je pense que la leçon de la pandémie aussi, c'est l'intérêt de tous d'inclure les réfugiés et de ne laisser personne à côté et oublier. Donc, pour rester simple, je pense que les deux choses qui pourraient être amplifiées encore davantage sont les solutions, l'accès aux voies légales, la réinstallation, la relocalisation ont été très bien expliquées par M. Sodini et par la DGF. Il y a aussi d'autres formes d'aide qui sont aussi très importantes, comme par exemple le visa asile, comme je disais, les couloirs humanitaires, le parrainage privé, les bourses d'études.
cela aussi pourrait aider les réfugiés et montrer de la solidarité vers d'autres pays. Mais aussi, je disais, tout est lié, l'accueil et l'intégration. Donc, construire et profiter de ce qui était fait. On discute souvent avec M. Sodini comment pérenniser, par exemple, les leçons et les bonnes pratiques qui étaient mises en place pendant la pandémie pour aider tous les réfugiés dans un accueil et dans une intégration qu'on voit commence dès le début de l'arrivée des réfugiés dans un pays. Donc, je pense qu'il y a aussi des opportunités pour apprendre. L'Europe n'a pas beaucoup appris de la leçon de 2015, mais cette leçon de la pandémie nous a tous touchés, nous a fait comprendre aussi notre précarité, nous a fait comprendre un peu ce que les réfugiés ressentent quand toute leur vie est perdue dans un coup et doivent partir. Et donc, cette leçon pourrait être importante pour construire, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les opérateurs et toutes les personnes qui travaillent jour après jour et au quotidien pour aider les réfugiés, y compris les citoyens qui sont très généreux dans l'accueil citoyen des réfugiés. Alors, Céline, j'ai une autre question. Je ne sais pas si tu as le temps. Oui, bien sûr, Geneviève. Il y avait une autre question, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais essayer de la résumer parce qu'elle était assez longue. En fait, c'est Jean-Pierre qui, lui, s'inquiète de la montée du racisme qui n'épargne pas les réfugiés. Et donc, sa question est quelle est la position finalement des institutions européennes, et, que ce soit vis-à-vis de l'Europe, mais aussi quelle est la position en France par rapport à cette montée du racisme qui touche les réfugiés, et qu'est-ce qu'on fait pour justement les épargner ou les rassurer dans ce contexte? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être me lancer, puisque c'est une question qui est posée aux institutions, donc je suis a priori la personne désignée, même si honnêtement, je risque de dire des banalités, et ce serait intéressant d'avoir le regard des opérateurs de terrain, de Fatia peut-être. Mais quelques mots, oui, c'est en vérité, finalement cette question résume bien la difficulté dans laquelle nous sommes. C'est que nous nous inscrivons dans un contexte européen, il ne faut pas se voiler la face, de montée de la xénophobie, qui est un phénomène européen. Et dans ce phénomène européen, malgré ce phénomène européen de montée de xénophobie, il faut se battre pour bâtir une Europe solidaire pour l'accueil des réfugiés. On est là au cœur de la difficulté. S'il y a aussi peu de pays européens qui se précipitent pour accueillir les réfugiés débarqués des bateaux, c'est parce que dans leur opinion publique, c'est pas quelque chose qui est perçu comme étant très favorable. Donc, je crois qu'il y a deux solutions qu'il faut essayer de mettre en place. La première, c'est bâtir, ça je l'ai dit dans le corps des textes européens, un régime d'asile plus solidaire. Et la deuxième, ça je me tournerai volontiers vers ceux qui peuvent faire bouger l'opinion publique, c'est d'expliquer sans relâche ce qu'est le droit d'asile, en quoi c'est un droit fondamental, en quoi une personne qui fuit la persécution doit pouvoir trouver sur le territoire de l'Union européenne un refuge et de quoi recommencer sa vie dans les meilleures conditions. Je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental. Pour le reste, sur le racisme, la France combat le racisme sans relâche. On a des institutions qui tentent toujours de mettre en évidence les actes et les phénomènes racistes, qui tentent ensuite de les combattre. C'est un combat permanent. Le racisme est un poison qui se diffuse dans la société, mais c'est un combat qu'il faut mener sans relâche. Et je n'ai pas de doute à cet égard, ni de la résolution de la France, ni de la résolution de l'Europe sur ce point. Merci beaucoup. On a peut-être encore 1 ou 2 minutes pour prendre une autre réaction. On avait Fatia également qui voulait compléter cette réponse. Oui, je voulais à la fois intervenir sur la première et la deuxième en même temps, parce qu'à mon avis, ça se regroupe. Dans la continuité de ce qu'a dit Raphaël Sodini, moi, je considère que au-delà des propositions qui sont déjà connues, par exemple un OFPRA à l'échelle de l'Union européenne pour mieux harmoniser l'asile, etc., de la même manière que 2015
s'est accompagné finalement d'un élan de solidarité très fort à travers les pays européens, en France, de la société civile qui a souhaité participer à l'accueil. Donc le racisme, ça oscille en fonction des moments ou des rejets. Alors moi, je parlerai moins de racisme que des situations de rejet ou de forte empathie. Tout dépend. Et de toute façon, les questions d'asile et migratoire sont extrêmement instrumentalisées et il faut faire de la pédagogie. Les acteurs associatifs en font, mais moi, je considère que la création de la DIER et son action pour changer le regard est une action à la fois de prévention des phénomènes de rejet, d'explication de ce que c'est un réfugié. Et ça accompagne en fait la réflexion de l'opinion publique sur ces problématiques-là. Imaginons une même institution, un même instrument partout en Europe, on gagnerait sans doute en efficacité. Voilà, de la pédagogie et de l'association, et associer les citoyens à l'accueil. C'est le grand enseignement, à mon avis, du tournant de 2015. Alors, il se décline à travers des actions très concrètes sur le terrain, à travers le parrainage citoyen. Ça peut prendre différentes formes, mais l'association des citoyens, de la pédagogie, de l'intervention en milieu scolaire, enfin, il y a toute une boîte à outils disponible pour expliquer et accompagner en fait cet accueil et cette intégration et cette acceptation en fait de la présence des réfugiés sur notre sol. Merci beaucoup. Merci Fathia. Et donc, Geneviève, je me tourne vers toi par rapport au temps qui nous resterait ou pas. Mais ce que je voulais demander rapidement à chaque intervenant, puisqu'on est déjà arrivé à la fin de notre temps d'échange, je voulais vous demander à chacun, peut-être en 2 mots, de nous dire alors quelles sont pour vous les prochaines étapes pour justement trouver des solutions. Quelles sont vos prochaines étapes? Donc, on commence par toi, Paolo, si tu veux. Je pense que la prochaine étape est continuer et renforcer le travail fait ensemble. Je voudrais profiter pour ajouter quelque chose, parce que le débat sur le racisme et la xénophobie était important et nous concerne aussi le HCR, parce que ces thèmes sont à la source de départ des réfugiés de leur pays d'origine. Souvent, les réfugiés et les demandeurs d'asile souffrent aussi au niveau global de la xénophobie et de la stigmatisation. Et donc, c'est important, l'a rappelé déjà M. Sodini, de travailler sur la bonne information. Et l'a répété aussi le commissaire ce matin à France Culture, à la radio, le fait que le phénomène est tout à fait gérable quand on regarde le nombre de personnes. Donc, il faut donner des informations objectives. Et je pense, prochaine étape, profitons du fait que les réfugiés, grâce à leur résilience, à leur patience, à leur courage, sont prêts à participer et à expliquer ce qu'ils veulent faire et donc peuvent vraiment nous aider pour trouver des solutions. Je pense que la participation des réfugiés a été une des leçons apprises pendant la pandémie, et le travail avec les réfugiés peut contribuer à créer des occasions de rencontres. Et quand il y a la rencontre avec les réfugiés, tout est plus facile au niveau des phénomènes qu'on veut combattre et de l'amélioration du système qu'on veut tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Paolo. Et donc, pour vous, Raphaël Sodini, quelles sont les prochaines étapes? Prochaines étapes, j'en vois 2, et je risque de me répéter. La première, c'est faire aboutir ce fameux pacte européen sur l'immigration. Ça vous parle peut-être pas, enfin ça parle beaucoup aux spécialistes, mais le fait d'avoir des textes européens qui dysfonctionnent actuellement constitue un poison pour l'asile. Et il faut résoudre ces difficultés en bâtissant, mais je l'ai déjà dit, une Europe plus solidaire, plus efficace, plus harmonisée de l'asile. Et bon, il y a des progrès qui sont faits, la Commission va faire des propositions, l'Allemagne est un pays dont on ne doute pas de la résolution à faire aboutir ce paquet. On a peut-être un bon timing là, politique
pour que ça marche, il faut que ça marche. Parce que tant qu'on aura des textes mal ficelés, le droit de l'Union européenne et donc finalement la perception de l'asile en Europe sera concernée. Deuxième petit point, là je vais balayer devant ma porte, il faut qu'on améliore les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France. On a fait des progrès, je sais que ça ne se voit pas toujours, ou pas toujours suffisamment, mais il faut qu'on en fasse davantage et c'est pour moi à titre personnel ma grande priorité pour l'année 2020 et les mois qui viennent. Merci beaucoup. Je continue le tour de table. François Thomas, les prochaines étapes? Oui, Céline. Je rebondirai sur ce que disait M. Sodini. Oui, la solidarité européenne, c'est impératif que cet accord de La Valette soit remis en place et qu'il y ait une solidarité européenne pour la répartition des rescapés. Le deuxième point, je reprendrai des mots du très beau film que nous avons vu au début de cette table ronde. Unissons nos forces, c'est l'espoir, et unissons nos forces, c'est justement l'Ocean Viking va partir incessamment pour sauver des vies en mer. C'est un navire ambulance de citoyens européens. Aujourd'hui, nous gérons l'ensemble du navire, que ce soit les opérations, que ce soit la partie médicale qui est intégrée, que c'est SOS Méditerranée qui le gère. Donc, nous avons besoin de dons. Et donc, je fais un appel aux dons des citoyens européens pour que ces sauvetages continuent et que nous puissions continuer à sauver des vies en mer Méditerranée centrale. Merci encore. Merci beaucoup, François Thomas. Et Fatia, pour finir, les prochaines étapes. Le micro est coupé. Voilà. Merci. 3 éléments en complément de ce qui a été dit précédemment. Vous le savez, forcément, on est à un tournant puisqu'on est à la fin du FAMI, qui est l'instrument concret de de l'Europe. C'est l'instrument financier qui abonde, qui finance la réinstallation, les programmes d'intégration. On est à un tournant, on est en attente en fait de la fin des négociations. Je remercie la France qui s'est battue pour que l'intégration reste dans la compétence du FAMI. Était un élément essentiel en termes de combat à gagner. Ceci dit, il y a aussi une autre bonne nouvelle puisqu'il y a une mission qui a été confiée par le Premier ministre à différentes institutions pour simplifier aussi la gestion de ce fonds et sécuriser les associations. Donc ça, c'est important aussi qu'on passe moins de temps dans la gestion et être plus sur les projets auprès des personnes. Ça me semble un élément important. L'autre élément qui me semble important, c'est que la France s'est dotée d'une feuille de route à travers la stratégie nationale de l'intégration des réfugiés portée par la DIER. Il y a des choses qui ont été commencées, il reste des chantiers immenses. La crise du Covid a montré la question du recours et de l'accès au numérique pour les réfugiés. Vous voyez, à mon avis, il y a énormément de choses à faire pour continuer à essayer d'être efficace parce que la question de l'intégration, c'est derrière la question de la cohésion du pays. Les derniers événements à Dijon très vite parce que cette question est tout le temps instrumentalisée, on retire le statut. Non, 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 non. On agit avec efficacité, on accompagne, on associe la société civile pour faire ensemble et donc bien vivre ensemble. Voilà. Merci Fatia, merci beaucoup à vous tous. Et donc effectivement, ce qu'on peut noter, c'est cette volonté et ce besoin de travailler ensemble. Je l'ai noté dans toutes vos interventions, dans vos remarques de conclusion aussi, que ces différentes priorités ne seront mises en œuvre correctement que si nous travaillons tous ensemble. Donc continuons à travailler ensemble dans l'esprit du pacte mondial sur les réfugiés pour continuer à trouver des solutions, aller au-delà des défis et en gardant toujours la priorité de la protection des personnes qui fuient les conflits, qui fuient la guerre, leur besoin d'être protégés et de pouvoir reconstruire leur vie. Donc merci à vous d'avoir participé à cet échange aujourd'hui.
Et c'est une discussion qui continue, qui ne se clôture pas aujourd'hui. On avait un temps limité, mais c'est une discussion, un échange et un travail qui continue. Merci à tous. Oui, un immense merci. J'avais d'autres questions et notamment une sur le règlement du Dublin, mais malheureusement, on est déjà pris par le temps, on est en retard et voilà, on est obligé de passer à la suite. Et un grand merci et continuons ensemble.